C'est un véritable enjeu de santé publique dont on ne parle pas. La BPCO, cette grave maladie pulmonaire particulièrement handicapante, touche pourtant 3 millions de personnes en France, d'anciens fumeurs pour la plupart. Des patients contraints de vivre sous assistance respiratoire et pour lesquels le moindre effort est un défi permanent. Le défi aussi de sortir cette maladie de l'ombre. Reportage Johan Etienne, Yves Mareglo, Azine Kebabti. La motivation doit être radicale. Donc chez moi, en général, la motivation est assez radicale. L'objectif que s'est fixé, Philippe, c'est d'atteindre les 25 km/h. C'est un handicap très lourd. Et puis, si vraiment les gens ont du mal à le saisir, au final, on dit, mais écoutez, faites un test, vous remplissez votre baignoire, vous mettez la tête sous l'eau, et puis vous demandez à quelqu'un, lorsque vous sortirez la tête, de vous remettre tout de suite, au bout de 4 secondes, la tête sous l'eau, quoi. Donc c'est ce que vit un patient avec un handicap respiratoire lourd. C'est tellement violent, c'est très très dur, c'est même au-delà de l'admissible humainement, à tel point que le jour où j'arrive pour la première fois sur le Vélodrome hier, il y a une personne qui me voit rouler et qui me dit « mais ce que tu fais, c'est inhumain ». Je me suis arrêté, je lui ai dit, c'est pas ce que je fais qui est inhumain, puisque je le fais, c'est la maladie qui est inhumaine. Il se trouve qu'aujourd'hui, les diagnostiqués sont de plus en plus jeunes. Donc, j'ai dit, d'accord, les autres peuvent pas le faire, je vais le faire. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi, ça n'a aucun intérêt de le faire pour moi et d'aller me massacrer la tête comme ça. C'est raide, c'est vachement raide. On va y aller à bloc, on va y aller à fond, et on va se battre. Ce jour-là, sur le Vélodrome de Hyères, Philippe Poncet établit le record du monde de l'heure. Un exploit hors norme pour un champion décidément pas comme les autres. Philippe souffre depuis plusieurs années de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une grave maladie pulmonaire. Allez, on gonfle à fond. Et on souffle. Détendez bien les épaules. Détendez les épaules, laissez la gorge ouverte et allez jusqu'au bout. Quand vous pouvez plus du tout, on regonfle à fond d'un seul coup. Tranquillement. Voilà, ça va ? Oh. Super, monsieur Santin. Allez-y, remettez l'oxygène. Fini. Comme Philippe, René fait partie des 3 millions de personnes touchées par la BPCO en France. Cette pathologie a entraîné chez lui des difficultés importantes à respirer, faisant de chaque effort un défi permanent. Je ne connaissais pas la maladie avant. Je me suis aperçu il y a 6-7 ans, ça pas plus. Que je me baissais ça, puis je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus monter les escaliers. Voilà. Vous gonflez à la fois le ventre et les côtes. Et quand vous soufflez, ça descend sous vos 2 mains. J'étais très très sportif, sportif dans le sens où j'étais très actif, j'arrêtais pas. Et aujourd'hui, je fais que d'arrêter. C'est l'étouffement, cette maladie. Et il n'y a rien de pire que la respiration, vous voyez. Il n'y a rien de pire. Comme je dis souvent, je préférais avoir un bras cassé, qui s'arrange, l'autre qui se casse, qui s'arrange, et ainsi de suite, que ça. C'est une maladie très handicapante. Et il n'y a que l'oxygène, et puis les bronchodilatateurs, qui puissent, me soulager, oui. C'est une maladie à la fois des bronches et du poumon. Et alors c'est très lié à notre environnement, bien sûr le tabac, mais il y a quand même 20 à 30% des BPCO qui n'ont jamais fumé. Je pense aux agriculteurs, à certains métiers, aux dames et aux messieurs qui se chauffent au bois avec la biomasse dans les pays moins développés que les nôtres. Donc c'est une maladie assez silencieuse longtemps, mais les symptômes clés lorsque la maladie est présente, c'est fondamentalement l'essoufflement. Quand on respire normalement, l'air entre par la trachée pour amener l'oxygène dans les 2 poumons à travers les bronches. Ces bronches se ramifient en bronchioles, au bout desquelles on trouve les alvéoles. C'est à la surface de ces petits sacs minuscules que se trouvent les capillaires sanguins. Ici, s'effectuent les échanges gazeux entre l'air et le sang. La BPCO engendre une inflammation progressive des bronches. Le diamètre des bronchioles se réduit et entraîne des toux à répétition.
Autre incidence, les alvéoles se gonflent, s'épaississent. Elles deviennent dès lors incapables de rejeter l'air qu'elles contiennent. C'est ce qu'on appelle un emphysème. Conséquence, le passage de l'air se réduit entraînant un essoufflement important. Certaines zones des poumons se détruisent progressivement avec des lésions irréversibles. Si la pollution est un facteur de risque important, dans 80% des cas de BPCO, le tabac en est la cause principale. Les maladies chroniques, c'est une maladie qu'on soigne, mais qu'on ne guérit pas. Alors c'est l'annonce du diagnostic, accepter qu'on a une certaine faiblesse, qu'il va falloir vivre avec ça, c'est une étape très importante. Alors BPCO, c'est un bon exemple de maladie chronique. Philippe a été diagnostiqué fin 2008 pour une BPCO stade 4, le stade le plus sévère de la maladie. Le handicap respiratoire l'oblige dès lors à stopper son travail. Alors que certains malades sombrent dans la dépression et l'inactivité, à 56 ans, Philippe, ancien moniteur de ski, lui, ne baisse pas les bras. À force d'entraînement et de volonté, il repousse les limites de sa pathologie grâce au sport, son médicament principal. Le mental était à la base il y a longtemps et j'ai pu le réveiller un peu quand je me suis un peu énervé après le diagnostic parce que sur le coup je fais comme tout le monde, quoi, je suis pas surhumain. Et après on a commencé à rattraper, à se relancer dans l'entraînement, les automatismes sont revenus et petit à petit ça se regagne. Là, les mains plus hautes. On change. Allez, tu m'envoies direct gauche. Te donne envie de travailler avec, te donne envie de bouger, te donne envie de te lever et puis d'y aller, quoi. Te donne envie, c'est fabuleux. Gauche. Philippe, c'est oui, honnêtement, un modèle pour pas mal de patients, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand il a appris qu'il avait cette maladie respiratoire, qu'on lui proposait un peu de réhabilitation à l'effort, reconditionnement à l'effort, il a non seulement donné suite, mais je dirais, il a amplifié cette idée que face à cette maladie-là, il y a quand même des bénéfices en santé qui sont importants de rester actif. D'abord, je voudrais m'adresser aux patients qui sont là, parce que c'est toujours un moment particulier. Je sais ce qu'ils vivent au quotidien, je vis la même chose. Même si je n'ai pas d'oxygène pour l'instant, mais je peux encore m'en passer 1 heure. Je suis au stade maximal, je suis à près des 2/3 du temps, voire 80% du temps sous oxygène. Et si j'ai des facilités pour parler, c'est aussi dû à un entraînement qui est très dur, très violent, très intense toute l'année, qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler un peu comme les chanteurs le font avec leur ventre. Un modèle à suivre, mais aussi un porte-parole, comme ici devant un parterre de jeunes médecins à Montpellier. 5 ans après son diagnostic, Philippe décide de communiquer de manière plus large sur son histoire. Son objectif est de sensibiliser aux difficultés liées à la BPCO. Un travail essentiel pour éclairer la société sur cette pathologie trop méconnue en France. Comment on peut faire dans ce pays quand on sait qu'on a environ déjà 2 millions, plus de 2 millions de personnes? Il montre par des exploits qu'il faut parler aux gens, il faut communiquer autour de ça. On a vu beaucoup de professionnels suivre la trace de Philippe Poncet, ce qui est assez extraordinaire parce que c'est un communicant, c'est quelqu'un qui sait aller trouver des gens et dire voilà, moi, regardez-moi, je suis encore capable de faire du vélo, mais c'est pas le quotidien de cette maladie-là. On sait actuellement qu'il y a 1 million de personnes diagnostiquées. Dans les 1 million, il y en a 600 000 qui sont au stade sévère. On va découvrir ces maladies le jour où les gens auront compris que ça tue autant que le cancer, ça tue
autant que beaucoup de maladies, beaucoup plus que les accidents de la route, beaucoup plus que le cholestérol. Et pourtant, les gens, ils connaissent ça parce que dans l'idée, bronchite chronique, on a connu ça pendant longtemps, mais ça parle pas vraiment aux gens. On voit ça un peu, bon, voilà, bronchite chronique. Mais le jour où on aura compris ça, 3e cause de mortalité dans le monde dans quelques années, des coûts faramineux et pour des symptômes que les gens estiment normaux. Hein. C'est de l'éducation pour la santé. Je crois qu'il faut revenir à ça. Tu mets à 6 derrière, s'il te plaît. C'est 6. Sans pousser à fond. Hein. Ça y est. Il y est ? Ouais, ça y est. C'est bon. Allez. Bah moi, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, parce que quand on voit l'équipement qui doit l'accompagner tout le temps, on se dit pourvu qu'il n'arrive à rien, surtout. Pour continuer à progresser et combattre de manière efficace sa maladie, Philippe ne tarde pas à remonter en selle, encadré par une équipe de champions. Autour de son combat, il fédère d'anciens cyclistes internationaux pour l'aider à mieux surmonter dans l'effort son handicap respiratoire. On peut lui tirer notre chapeau parce que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui vraiment prend des risques quand même. En quête d'un nouveau record, celui du 200 mètres lancé, Philippe poursuit son entraînement, passe des heures au guidon. Aux côtés du pistard Vincent Lequelec, ancien champion du monde de vitesse par équipe, il apprend à gérer son effort, sa cadence, pour ne pas finir dans la zone rouge au moment de franchir la ligne d'arrivée. Tu roulais vite au début, en bas. T'es parti vite. En bas, ouais. Pour le premier Bien. tour en bas. Ouais. Donc ça allait, mais je veux dire, avant l'effort, tu roulais vite. Trop ? Ouais. Roule moins vite. Sur le bas, là, roule moins vite. Franchement, au départ, j'ai appuyé pour revenir, quoi. Et après, tu prenais de la vitesse tout du long. Et là, ça me permet de prendre des repères, voir comment il se comporte sur la piste, au niveau technique, et m'adapter, puisqu'il progresse de jour en jour, donc m'adapter à sa vitesse. Et après, il va falloir qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire que moi, je prenne la bouteille et que je le suive. Entre les entraînements, il faut étirer, détendre les muscles sollicités durant l'effort. Voilà, on y va doucement. Des exercices quotidiens effectués au cours de séances de kinésithérapie. Conséquence de ses voies respiratoires atrophiées par la BPCO, Philippe a dû réapprendre à rythmer sa respiration, drainer ses poumons de manière différente pour tenter de retrouver un second souffle. Vu que Philippe il a des difficultés à respirer, il utilise beaucoup plus de muscles que quelqu'un de sain pour respirer. Donc il va utiliser tous les muscles ici que quelqu'un de sain n'utilisera pas forcément, sauf à l'effort. Du coup, il y aura beaucoup de contractures. On va essayer de les détendre régulièrement. Dans toute cette machine, je suis obligé d'aller chercher dans tous les espaces qui resteraient, même qui sont morts. Il faut qu'on arrive à pouvoir faire fonctionner ça, pouvoir aller tirer de la ventilation à l'intérieur. Mais on n'est pas loin, a priori, des 100%. On verra à Grenoble les résultats, mais bon, on a bien travaillé pour, quoi. Mais c'est assez violent parce qu'il faut forcer, quoi. Retour à l'hôpital sud de Grenoble. Philippe doit se confronter au test du Wingate. Ce test intense est normalement adressé aux cyclistes de piste de haut niveau. Non, mais comment ça... Pour Philippe, le but est de mesurer sa capacité et sa puissance à produire un effort violent sans mettre sa vie en danger. Pour le deuxième test, Monsieur Poncet, le test de Wingate,
Donc on a simulé le 200 mètres lancé. Là, en moyenne, vous êtes à 472 watts en moyenne, sachant que vous êtes passé par un pic et puis que vous avez redescendu un peu, ce qui est très bien. Hein. Votre entraînement est efficace quand même. Hein. Conséquence de sa maladie, Philippe n'utilise aujourd'hui qu'un 1/5 de son système pulmonaire. Comparé à un individu normal, sa capacité respiratoire est de seulement 40%, l'obligeant à être sous oxygène les 2/3 du temps. Je suis plutôt optimiste, hein. D'abord parce qu'il est très volontaire, hein, et puis s'il est sous oxygène, et en particulier en récupération, je pense que ça devrait bien se passer. Le jour du record, Philippe sera donc obligé d'être sous assistance respiratoire, de l'oxygène en bouteille, pour lui permettre d'augmenter ses capacités à l'effort. Mais pour être fin près le jour J, il lui faut d'abord une bonne dose de repos. Mais dans sa lutte face à la maladie, entre ses différentes activités sportives et associatives, Philippe s'accorde peu de repos chez lui en Savoie. La BPCO mobilise quasiment tout son temps. Sensibiliser et communiquer sur sa pathologie lui demande un engagement total. Un travail de l'ombre mené en solitaire. C'est colossal, c'est démentiel. Entre la petite association d'un côté, la pathologie au niveau national, les pouvoirs publics de l'autre côté, on se dit, mince quoi, on est tout seul. Il y a un vide sidéral entre tout ça. Oui, c'est très lourd. Non, mais c'est lourd. À tel point que bon, ça joue aussi au niveau de la vie personnelle. Et donc ça a des incidences, ça a eu des incidences. Séparation notamment. Mais ça devient très, 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 très lourd. Donc la motivation doit être radicale. Anytime he could. I don't know what time he'll be able to do something if he say yes. Je vais pas attendre 10 ans, quoi. J'ai pas 10 ans devant moi pour me dire, bon, on a le temps, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Les gens savent pas ce que c'est de voir des gens... gonfle. Les gens savent pas ce que c'est que d'avoir des BPCO qui crèvent un petit feu, quoi. Ils savent pas. Encourager Philippe Poncé qui à 17h30 va établir le record du monde du 200 mètres lancé sous assistance respiratoire. Donc ça vaut le coup d'œil. À l'ombre et au repos. Bon, attention, hein, et mange pas 3 kilos de pâtes. Hein. Quand il a fait son record de l'heure, on ne le connaissait pas, quoi. C'était déjà très émouvant sans le connaître, on le voyait sur la piste. Moi, je me suis toujours dit, je le redis, je me suis dit c'est un fou ce type, quoi. Et en le connaissant un peu, bah ouais, c'est encore plus émouvant. Ouais. Ouais. Même si c'est que 200 mètres, c'est énorme. Ça va la chaleur qui est dur. Nous sommes des fidèles supporters de Philippe Poncé. Eh bien, il a beaucoup de courage. C'est un bel exemple pour tous. Voilà. Donc on est là pour le soutenir. Ça va être un grand moment. Déjà en face, que je te dirais le premier top. Avant de dompter la piste, Philippe doit bien s'échauffer, faire le vide dans sa tête. Son objectif est de passer sous la barre des 16 secondes. Mais ce jour-là, la température avoisine les 35 degrés. Philippe va devoir pédaler sous une chaleur accablante, un facteur de risque supplémentaire. Il a l'air bien concentré, donc déjà c'est bien parce qu'il pense qu'à ça. D'habitude il a un peu la tête volatile. Là on lui a bien dit de penser qu'à ça parce qu'il passe des fois plus de temps au téléphone avant l'épreuve. Là il va rester bien concentré et c'est un peu notre but, quoi. 30 secondes. Quand il faut aller se battre quelque part, j'y vais facilement. Et là j'ai retrouvé un peu les mécanismes de tout, c'est-à-dire le côté sportif, le combat du sportif. Et le combat, je dirais, dans la vie professionnelle. Le record de Philippe Poncé. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas atteindre l'objectif. Dès que vous me donnez le signal, les km/h, donc j'annonce le départ. Aujourd'hui on a de la chance, on a les conditions météo qui sont présentes. On a la chaleur, donc pour lui, il y a une spécificité, c'est que par rapport à son oxygène, c'est peut-être un léger handicap supplémentaire. Mais par rapport au niveau musculaire, aujourd'hui il se sent très bien. 5, 4, 3, 2,
1, top. Là, il a explosé le record. Hein. Il a explosé là? Il a fait 1 seconde de mieux en tout. Pour vraiment nous sensibiliser à son handicap, il faudrait qu'on tente un record à plus de 8000 mètres d'altitude. Donc imaginez-vous, nous, comme on serait avec le peu d'oxygène qu'il y a là-haut. Lui, c'est le stade qu'il a ici, au bord de la piste, quoi. Alors, quoi t'as envoyé hein? Oui, c'est émouvant. Nous, les médecins, les soignants, on était émus de ça parce que on voit tellement des gens qui se dégradent et lui, il s'améliore. Alors, c'est une belle journée. Et quand on est parti à bloc, j'ai retrouvé une sensation que j'avais plus depuis, je sais pas, depuis l'âge de 10-12 ans, quoi. J'étais énorme, j'allais vite. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en 3 ans, il a beaucoup progressé, alors que la maladie progresse. Et c'est la démonstration sur un cas qu'une activité physique très soutenue peut non seulement ralentir le déclin, mais améliorer l'état des patients. Alors c'est un message formidable d'espoir. Ce message d'espoir, 4 mois après son exploit, Philippe le partage, tente de l'insuffler à d'autres patients, porteurs comme lui, d'une maladie respiratoire. On sort un peu de la frayeur permanente, quoi. La frayeur permanente, c'est d'étouffer complètement. Bon, si on arrive à mieux gérer ça, ben on abaisse un peu l'indice de frayeur et on arrive un peu à mieux se réguler. Si on se régule mieux, on peut faire plus d'efforts. Si on fait plus d'efforts, on est mieux et on récupère mieux. En fait, Je suis épaté. Je suis épaté. Si j'avais su quand j'ai commencé à avoir vraiment que j'avais beaucoup de mal à respirer, je crois que ça m'aurait donné beaucoup d'espoir et puis je ne me serais pas laissé baisser les bras parce qu'on tombe dans une spirale infernale. Et on se laisse aller et après pour remonter c'est très très dur. Dans ce centre de réhabilitation respiratoire, les malades tentent de retrouver un mode de vie plus actif. Marcher, bouger, des gestes simples, primordiaux pour améliorer une espérance de vie en meilleure santé. Pratiquer une activité physique régulière, un message facile à entendre, mais difficile à mettre en œuvre. Respirer tranquille. Souvent c'est compliqué, on essaye de les soutenir, on essaye de leur donner des trucs pour essayer de moins être en souffrance au niveau ventilatoire parce que vraiment ils ont l'impression de suffoquer, d'étouffer et nous on leur dit ben non, il faut continuer parce que c'est comme ça que ça reviendra. Donc généralement les premières semaines de réhabilitation, la première semaine c'est le calvaire. Et après, quand ils repartent d'ici, ils nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent continuer à se prendre en charge parce qu'il n'y a que ça qui marche. La prévention aujourd'hui, ça pourrait coûter 100 ou 150 € par personne et par an. Un malade BPCO, c'est plutôt 300-400 € des fois par jour ou plus. À Paris, Philippe tire la sonnette d'alarme pour alerter les pouvoirs publics. La BPCO coûte chaque année à la société plus de 3 milliards d'euros. Ces dépenses de santé colossales pourraient être évitées bien plus en amont grâce à la prévention et un dépistage plus précoce de la maladie. On dit aujourd'hui au pouvoir public, bien entendu nous avons besoin de la collaboration des pneumologues, bien entendu nous avons besoin de services de réhabilitation, mais si on veut bien utiliser ces moyens qui sont des moyens beaucoup plus onéreux, il faut d'abord essayer de prévenir et de détecter précocement. Et bien aujourd'hui, personne n'a en tête cette idée d'un système globalement bien organisé. Personne n'a cette idée, ce qu'on appelle une idée systémique, sur le fait qu'en organisant bien un système de santé, on va mieux et moins dépenser dans les années qui viennent. Il faut un peu investir maintenant pour moins dépenser et avoir moins de pathologies, avoir une population en meilleure santé dans les années qui viennent. Eh bien ça n'est pas au cœur des préoccupations de nos responsables politiques. Prenez le VIH, prenez n'importe quelle pathologie et prenez la BPCO. On fait plus de morts que tout le monde réuni. Comment ça se fait? Pourquoi on ne veut pas en parler?
Ce qu'il fait, c'est bien, c'est positif, c'est consensuel. Il y a beaucoup de patients, d'associations, de sociétés savantes, d'amis qui militent autour de lui. C'est son combat. Il continue à donner de la valeur et puis du sens à plein de personnes. Il communique son désir de vivre. C'est bien d'avoir quelqu'un comme Philippe qui donne, se dire ah ouais c'est possible de s'améliorer. C'est quelqu'un qui est très volontaire et qui reste pas à rien faire dans son coin ou à se lamenter sur son sort. Et rien que ça déjà, je trouve que voilà, ça vaut le coup qu'on s'intéresse à lui. L'aventure est belle, il y a ci, il y a là, on voit des sourires, tout ça, bon, ça se fasse pas, mais c'est pas fait pour juste ça. C'est vraiment fait pour que, à terme des quelques années, je dirais, sur les 2-3 ans qui viennent, il y ait réellement une stratégie qui soit mise en place, qui soit abondée financièrement, dont on voit les effets rapides. La prévention, c'est le maître mot, c'est un des combats, c'est quasiment le combat majeur de tout ce qu'on fait. Pour aller plus loin, je suis avec le professeur Christophe Pizon. Bonjour. Vous êtes le chef de service pneumologie du CHU de Grenoble. Alors le sujet se termine donc par ces questions autour de la communication, autour de la BPCO. On a l'impression que finalement rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est un peu injuste de dire que rien n'a été fait, puisque la communauté des médecins, notamment des pneumologues, s'est beaucoup mobilisée. Il y a eu un plan BPCO, mais c'est vrai que c'est une maladie un peu silencieuse. Et sans être trop long, lorsqu'on regarde l'investissement qui est fait pour la recherche, ce n'est pas en rapport avec l'épidémie. Les maladies qui sont le mieux financées, c'est bien sûr le sida et le cancer du sein. La BPCO qui tue beaucoup, puisque c'est la 3e à 5e cause de décès, un financement pour la recherche, par exemple, qui est très en deçà de l'épidémie. Pour quelle raison? Eh bien, c'est une maladie auto-infligée, donc il y a un sentiment de culpabilité qui est très fort, et sans être incorrect, politiquement incorrect, c'est une maladie de col bleu, de gens du peuple, et qui est considérée comme liée à des personnalités qui ne prennent pas soin de leur santé. Alors c'est comme l'alcoolisme, c'est des choses qui sont mal portées. Les gens disent j'ai fumé, je suis malade, et bien c'est bien fait pour moi. Alors c'est atroce parce qu'on a tous des addictions diverses et variées, et celle-là est très mal portée. Alors vous disiez que les médecins se mobilisent, mais pour autant, donc, l'État, en tout cas les différents gouvernements, ne se mobilisent pas. Pour faire simple, le tabagisme, on l'apprend au collège. Les enfants qui arrivent au collège à l'âge de 10-12 ans, il y en a 10% qui fument. Quand ils quittent le collège, il y en a 25 à 30% qui fument. C'est là où ça se joue. Moi, j'ai la chance d'avoir des belles filles qui sont enseignantes. Et la prévention du tabagisme, maintenant, ça se joue non pas à l'armée, mais ça se joue à l'école primaire. Par le goût du sport, le goût de l'activité extérieure. Sur quel levier faut-il agir concrètement et de manière urgente? Alors je crois que les leviers de la peur, on sait que le tabac va tuer 1 milliard d'humains au XXIe siècle, 10 millions par an. Le levier de la peur n'est pas le meilleur. Alors il faut faire de la prévention primaire. C'est vrai que ceux qui n'ont jamais fumé, c'est le groupe d'individus sur lequel on devrait se concentrer, c'est les plus nombreux. Et quand on a débuté, c'est très difficile d'arrêter. Alors après, il y a la prévention secondaire. Je vous rappelle qu'un tiers de la population française fume. Il faudrait qu'elle ne démarre jamais. Bon, ceux qui ont démarré, il faut effectivement avoir de l'empathie et proposer des solutions pour qu'ils arrêtent. Alors ça passe par peut-être plus d'activité physique, plus de déplacements, et puis une vision pas répressive du tabac. Parce que ça, il suffit qu'on ait une attitude répressive pour être très attiré par ça. Puis il y a le problème immense de la cigarette électronique, qui peut être un moyen d'en sortir pour les gens qui ont des grosses addictions, et qui malheureusement peut être un moyen d'y rentrer pour les jeunes. On voit dans le sujet cet homme, ancien moniteur de ski, Philippe Poncet, qui se bat, qui communique beaucoup autour de cette maladie, et qui fait aussi du sport, qui va au-delà finalement de ce qu'il peut faire. Il se bat énormément. Et beaucoup de sport. Est-ce que ça, c'est une des clés, alors non pas pour guérir, parce que ce n'est pas une maladie dont on guérit, mais pour se sentir mieux, pour finalement la combattre quelque part? Oui, moi je pense que l'exemple de Philippe peut être un peu écrasant, puisqu'il a des performances qui sont assez exceptionnelles compte tenu de son handicap.
C'était, je vous le rappelle, un ancien sportif de haut niveau. C'était un très bon skieur en équipe nationale. J'ai dit tout à l'heure que le tabagisme allait tuer probablement 1 milliard d'individus au XXIe siècle. La sédentarité, beaucoup plus. Donc l'activité physique quotidienne, pas forcément la performance exceptionnelle, mais l'activité physique quotidienne, c'est probablement le médicament en prévention primaire et secondaire de très loin le plus efficace. Il y a plein d'études qui montrent que les gens actifs, même fumeurs, sont extrêmement protégés du déclin de leur souffle, voire de l'apparition de la BPCO. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer que les fumeurs devraient bouger beaucoup plus pour ne pas avoir de conséquences, mais je suis en train d'expliquer que l'activité physique quotidienne, c'est un enjeu colossal. Mais pour les malades atteints de la BPCO, est-ce que c'est un bon remède? Oui. Est-ce qu'on peut parler de médicaments même? Voilà, exactement. Alors, à tout stade, même en pré-greffe ou même dans une maladie très avancée, l'activité physique, ce qu'on appelle la réhabilitation respiratoire, a un niveau de preuve qui est exceptionnel. Si un jour, on devait faire des économies drastiques, je pense qu'on devrait avoir un plan en faveur de l'activité physique. Et ce serait extraordinaire pour la santé mentale, la santé osseuse, l'ostéoporose, la santé cardiovasculaire, la santé respiratoire. Parce qu'il faut bien réaliser que ces patients qui ont une BPCO, en général, ils ont 3 autres maladies. Ils ont tous des artères qui ne vont pas très bien, ils ont tous un cœur qui n'est pas parfait. C'est difficile de faire du sport en même temps. Oui, mais non seulement, vous avez raison, c'est difficile parce que ça provoque beaucoup d'essoufflement. Oui. Donc ça demande beaucoup Et de vertu. la personne est déjà essoufflée. Bien sûr. C'est vrai que quand les gens viennent nous voir, on leur dit il va falloir bouger plus. Ils disent on est tombé sur un pervers, il ne m'a pas écouté, je viens lui expliquer que je suis essoufflé et il m'explique qu'il va falloir justement être essoufflé un peu plus, bouger un peu plus. Le mot-clé, c'est de créer un lien avec un thérapeute qui va vous faire bouger. Et ça ralentit probablement le déclin de la fonction respiratoire et probablement que ça améliore la survie. Et ce qui est sûr, c'est que ça améliore la qualité de vie, ça diminue les coûts de santé. Donc il faut bouger et éviter de fumer. Alors, il faut bouger. Ça, c'est le mot-clé, bouger. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci. J'en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro d'Enquête de région.